Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h au sommaire de l'actualité internationale de ce vendredi 4 juillet. L'Algérie célébrera demain le 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Le président Abdelmadjid Tebboune rappelle dans un message adressé à la nation le caractère glorieux d'une date immortelle. La bande de Reza à feu et à sang, 109e jour de la reprise de l'agression sioniste, près de 140 martyrs et 500 blessés durant les dernières 24 heures. En France, le Rassemblement national de nouveau empêtré dans des affaires de détournement de fonds européens. L'étau se resserre sur Marine Le Pen qui fait appel d'une première condamnation dans le dossier dit des assistants parlementaires européens. Il s'agit d'un petit pas pour le secteur des télécoms, un grand pas vers la transformation numérique. L'Algérie se met à l'ère de la 5G. Nous en parlerons sur le plateau avec notre invité du 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé aujourd'hui un message à la nation à la veille de la célébration du 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. À cette occasion, le chef de l'État algérien a mis en exergue les lourds sacrifices consentis par le peuple algérien pour son indépendance. Dans son message, le président Tebboune a rappelé le caractère glorieux de la date du 5 juillet 1962, synonyme de consécration au bout de 7 ans et demi d'épopées immortelles menées par notre peuple contre le colonialisme et ses forces brutales. L'Algérie commémore en ce jour un souvenir glorieux, profondément ancré dans nos cœurs. Il s'agit du 63e anniversaire de l'indépendance et de la récupération de la souveraineté nationale. Ce jour où les hordes de la colonisation abhorrée ont quitté notre chère patrie, vaincus, face à des hommes courageux, habités par l'amour de leur terre, résolus à libérer l'Algérie. En célébrant cette glorieuse mémoire, nous nous remémorons les épopées immortelles menées par notre peuple contre le colonialisme et ses forces brutales. Un peuple qui, sur le chemin du sacrifice, n'a cessé d'offrir des cohortes de valeureux martyrs jusqu'à la victoire éclatante. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs rappelé que l'Algérie se trouvait à un carrefour stratégique affrontant avec souffle renouvelé les divers enjeux et défis. L'Algérie se retrouve à un carrefour stratégique, affrontant avec un souffle renouvelé les divers enjeux et visant à relever les défis avec une confiance totale en nos capacités et ressources nationales, nourries des espérances sincères de nos citoyens. Notre pays a franchi plusieurs étapes sur cette voie, celle d'une Algérie victorieuse, fidèle à ses principes, ancrée dans ses références et œuvrant à instaurer une citoyenneté authentique. Grâce au sacrifice de ses filles et fils, elle a su triompher. Toujours dans son message, le président algérien a tenu à rendre hommage à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Je rends également hommage à notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, ainsi qu'à toutes les forces de sécurité et de l'ordre qui veillent à la sécurité de la patrie et des citoyens. J'invite les enfants de notre cher pays à faire preuve de dévouement, de sacrifice et de conscience des enjeux, à l'image des nobles principes incarnés par nos glorieux martyrs. C'est donc avec une grande fierté que le peuple algérien s'apprête à célébrer demain l'une des deux dates qui ont vu son combat contre le colonialisme triompher au-delà des frontières nationales. Mais plus qu'une date, le 5 juillet 1962 restera jamais gravé dans les mémoires de tous les défenseurs des peuples opprimés, comme le jour où l'oppression et la domination ont été vaincus.
5 juillet 1962, 5 juillet 2025. L'Algérie célébrera demain la fête de la victoire, marquant le 63e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Après la signature des accords d'Évian à la suite d'une longue lutte menée par les héros de la guerre de libération nationale, amenant la France à se soumettre aux objectifs de la déclaration du 1er novembre 1954, à savoir le recouvrement de la souveraineté nationale et la restauration de l'intégrité territoriale de l'Algérie. La date du 5 juillet marque une étape déterminante dans l'histoire de la nation algérienne qui a pu mettre fin à 132 ans de souffrance, de spoliation, de torture et de répression. Le cessez-le-feu prend effet le 19 mars 1962, suivi de la tenue d'un référendum d'autodétermination le 1er juillet de la même année, lors duquel les Algériens votent à l'unanimité en faveur de l'indépendance qui fut proclamée le 5 juillet 1962. Malgré la politique de la terre brûlée adoptée par la tristement célèbre OAS visant à empêcher l'indépendance du pays et les crimes atroces commis contre le peuple algérien, rien n'a pu venir à bout de la détermination farouche des Algériens à aller de l'avant pour le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Après une lutte acharnée qui a duré plus de 7 longues années, l'Algérie recouvre sa souveraineté le 5 juillet 1962. Ce jour-là, le drapeau algérien flottait librement sur tous les édifices publics et privés. Il était également dans les mains des millions d'Algériennes et d'Algériens qui n'ont cessé de le porter toute la journée, toute la nuit. Hommes, femmes et enfants défilent avec l'emblème national criant haut et fort « Tahia al-Jazair, vive l'Algérie ». Cette date historique est un repère pour les peuples qui luttent pour leur indépendance, une motivation face aux crimes coloniaux comme ceux qu'endurent encore les peuples palestiniens et sahraouis. Le 5 juillet reste un exemple de dévouement et de sacrifice au service des valeurs de liberté et de dignité. Il demeurera une date qui met en avant la grandeur de l'Algérie, la détermination de son peuple qui a écrit avec le sang des martyrs l'une des plus grandes épopées de l'histoire. Ouvrant le dossier palestinien à présent, l'agression sioniste sur la bande de Gaza redouble d'intensité au 109e jour de la reprise du génocide. Au moins 40 Palestiniens sont tombés au martyre depuis les premières heures de la journée, mais le bilan des dernières 24 heures est catastrophique. Il témoigne de l'ampleur des massacres commis actuellement par l'entité sioniste. Au moins 138 martyrs et 452 blessés ont été signalés. 62 martyrs sont parmi ceux qui ont été tués aux abords des points de distribution des aides humanitaires. Le bilan global de cette agression barbare s'élève en ce mercredi 4 juillet à 57 268 martyrs et 135 625 blessés depuis le 7 octobre 2023. Et au moins 8 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement de l'armée sioniste qui a visé la maison de la famille Dedda dans la région de Jabalia Nezla, au nord de la bande de Gaza. Et suivant le même procédé, l'armée sioniste a ciblé 3 maisons situées au camp de Bouraïj au milieu d'après-midi. Les maisons en question abritaient les membres de la famille Abd el-Jawad. Plusieurs martyrs et blessés ont été signalés. L'hôpital El-Ahli al-Arabi al-Mahmadani envahi de corps, de martyrs et de blessés à la suite d'un bombardement sioniste ayant ciblé en milieu de journée plusieurs maisons situées dans la zone de Hay Zaytoun au centre de l'enclave palestinienne. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré ce vendredi avoir enregistré au 27 juin dernier au moins 613 meurtres, à la fois dans les points d'aide gérés par la dénommée Fondation humanitaire pour Gaza, GHF, soutenue par les États-Unis et l'entité sioniste, et à proximité des convois humanitaires gérés par d'autres groupes humanitaires, dont les Nations Unies.
Selon les derniers chiffres dont nous disposons, nous avons recensé 613 meurtres, tant au point de la GHF qu'à proximité des convois humanitaires. Ce chiffre est celui du 27 juin. Depuis, j'ai lu notre dernier rapport de situation. D'autres incidents ont eu lieu. 5 morts, 6 morts, un adolescent de 14 ans blessé par balle à la tête, un autre adolescent de 14 ans. Nous n'avons pas compilé tous ces chiffres. Et nous restons au Moyen-Orient. Le divorce entre l'Iran et l'AIEA semble consommé. L'Agence internationale de l'énergie atomique annonce sur le réseau X qu'une équipe d'inspecteurs a quitté l'Iran vendredi pour retourner au siège, je cite, de l'organisation à Vienne après la décision prise par Téhéran de suspendre sa coopération avec l'organisation onusienne. Dossier africain, présent processus électoral en Libye, la Haute Commission électorale nationale libyenne a appelé les électeurs de tout le pays à retirer leurs cartes de vote, soulignant que les cartes sont le principal moyen de participer au scrutin lors des prochains rendez-vous des urnes, à savoir les élections locales. La commission a expliqué via sa page Facebook officielle les étapes que les électeurs et les électrices devront suivre pour recevoir leur carte d'électeur. Et la police nationale espagnole a intercepté à Almerie un camion en provenance de la ville marocaine de Nador, transportant plus de 15,3 tonnes de hashish dissimulé entre les pastèques et dans de fausses patates douces. C'est ce qu'ont rapporté aujourd'hui des médias espagnols. Je vous en parlais en titre. En France, le Rassemblement national prit une nouvelle fois la main dans le pot de confiture. Le parti d'extrême droite fait face à de nouveaux soupçons de détournement de fonds européens. Une affaire qui vient alourdir le poids des dossiers judiciaires pesant sur le parti lepéniste qui se défend en invoquant la théorie du complot. Mais comme dit l'adage, les faits sont têtus. Le Rassemblement national au cœur d'un nouveau scandale de détournement de fonds européens, des faux d'appel d'offres, surfacturation et dons à des associations. Le parti français d'extrême droite est encore accusé d'avoir enfreint les règles du Parlement européen, selon un rapport dévoilé jeudi par plusieurs médias dont le journal Le Monde. Que s'est-il donc passé? Que reproche-t-on au RN avec ses partenaires de l'ex-groupe Identité Démocratie? Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella est en effet suspecté d'avoir indûment dépensé plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024, selon un rapport de la Direction des affaires financières de l'institution bruxelloise. Selon les mêmes sources, la majeure partie de cette somme a bénéficié de 2 sociétés liées à des proches de Le Pen, son ancien conseiller Frédéric Chatillon et son épouse Siglide Blanc. 2 personnages qui avaient déjà été condamnés pour escroquerie, abus de biens sociaux pour des faits remontant aux législatives de 2012. Décrédibilisée aux yeux de l'électorat français, l'exemplarité, la moralisation de la vie politique sont désormais des idées reléguées au rang de poncifs, puisqu'au moment où l'ensemble du narratif politique d'opposition cher à l'extrême droite française tombe en lambeaux, le Rassemblement national se noie dans les affaires de détournement de fonds publics. Mais cette indignation, cette blessure. Marine Le Pen, elle, n'a trouvé d'autres stratégies de défense que de s'attaquer vainement une nouvelle fois à l'Algérie. Et tout de suite, l'invité d'RTL Matin, Thomas, vous recevez aujourd'hui Marine Le Pen. La parlementaire française a par ailleurs affirmé jeudi matin sur la radio française RTL que la faute incomberait au Parlement européen. Je ne sais pas si le monde utilise des termes qui sont des termes de nature pénale, mais en l'occurrence, il y a un fonctionnement administratif avec le Parlement européen. Je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas regardé ce dossier. J'ai bien conscience quand même que le Parlement européen nous cherche des noises matin, midi et soir et en toutes circonstances. Une affaire qui fait écho au procès dit des assistants parlementaires européens qui s'est soldé par la condamnation de Marine Le Pen à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Un procès en appel est prévu en juin 2026. Et dans les derniers développements du conflit en Ukraine, au lendemain d'un appel téléphonique entre Trump et Poutine,
Le premier réitère sa proposition d'un cessez-le-feu rapide, tandis que Moscou entend bien atteindre ses objectifs, y compris l'élimination des causes profondes de ce conflit, selon Vladimir Poutine. Il était décidé à régler le conflit en Ukraine en 24 heures. Il se retrouve confronté à la réalité de la guerre et de sa géopolitique. La conversation entre les présidents russes et américains était attendue. Elle ne marquera pas de tournant dans la résolution du conflit. Face à Donald Trump, un Vladimir Poutine déterminé à maintenir la position russe telle qu'elle, la Russie ne renoncera pas à son objectif, a-t-il déclaré. Bien que le Kremlin se dit toujours ouvert aux négociations avec Kiev. Nous avons eu un appel. Il a été assez long. Nous avons parlé de beaucoup de choses, y compris de l'Iran. Et nous avons également parlé, comme vous le savez, de la guerre avec l'Ukraine. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Il s'agit de la 6e conversation depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. À la question de savoir si des progrès ont été faits sur le dossier du conflit ukrainien, le président américain répond déconcerté. Non, je n'ai fait aucun progrès avec lui aujourd'hui. Moscou réclame notamment de l'Ukraine qu'elle lui cède 4 régions du Donbass et qu'elle renonce à entrer dans l'OTAN. Cette conversation intervient au lendemain de l'annonce par Washington de l'arrêt de la livraison de certaines armes à Kiev, une position délicate pour l'Ukraine et qui arrange Moscou. Dans le reste de l'actualité, retour en Algérie. La compagnie Air Algérie a signé jeudi à Alger un accord avec le constructeur aéronautique ATR pour l'acquisition de 16 nouveaux appareils destinés à sa filiale domestique Airlines. L'accord a été signé par Alaa Bahmidou, responsable à Air Algérie, et le vice-président et directeur commercial de la société européenne Alexis Vidal, en présence du ministre des Transports Saïd Saïoud et du directeur général d'Air Algérie, M. Hamza Ben Hamouda. Qui inscrivent aujourd'hui leur volonté commune. Et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Algérie pour le secteur des télécoms et de la téléphonie mobile. La 5G s'invite dans le panorama national à la faveur de l'attribution de licences d'exploitation au profit de 3 opérateurs actifs sur le marché national. Pour un éclairage sur les enjeux du déploiement de la 5G, ce sujet signé Imen Merad. L'Algérie se met à l'heure de la 5G. L'autorité de régulation en la RPCE a attribué les 3 licences d'exploitation du réseau mobile 5G à Jay-Z, Mobilis et Ooredoo Algérie. Une étape stratégique pour le pays qui vise à moderniser ses infrastructures numériques et soutenir la transformation économique. Cette initiative marque le début d'un parcours ambitieux visant à généraliser la couverture et améliorer la qualité du service afin d'atteindre l'inclusion numérique, contribuant ainsi à consolider l'économie nationale. La 5G, c'est un changement de paradigme. Connectivité ultra rapide, faible latence et nouveaux usages industriels et sociétaux. Le déploiement commencera dans 8 wilayas pilotes, dont Alger, Oran, Constantine ou Sétif, et les défis sont nombreux. Plus de 260 000 km de fibres ont déjà été installés et moins de 40% des sites mobiles sont raccordés. Pour que la 5G tienne ses promesses, l'infrastructure de base devra être densifiée et modernisée. Les enjeux sont multiples, santé connectée, industrie 4.0, services publics intelligents ou Internet haut débit en zone isolée grâce au Fixed Wireless Access. L'opérateur Mobilis est ainsi arrivé en première position pour une contrepartie financière liée à la licence estimée à 22,19 milliards de dinars. Cette offre traduit l'engagement de Mobilis à accompagner la politique de transition vers la 5G, ce qui est en phase avec la culture de l'entreprise fondée sur la contribution à la mise en œuvre des stratégies de l'État à travers des actions concrètes sur le terrain. Une révolution numérique attendue de longue date, mais qui repose sur la capacité de 3 opérateurs à investir, à innover et à convaincre les usagers. La 5G en Algérie est désormais une réalité, un levier de transformation et une future vitrine technologique.
Allez, pour un deuxième éclairage sur les enjeux du déploiement de la 5G en Algérie et son rôle dans l'accélération de la transformation numérique, nous accueillons Warda Belaïch, experte en transformation numérique et éthique de l'intelligence artificielle. Vous publiez notamment L'humain à l'ère de l'IA. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Batache, toujours un plaisir d'être parmi vous. Je tiens à vous remercier pour l'invitation, ainsi que Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune pour tout ce qu'il fait pour le pays. Tout le plaisir est pour nous, Madame Warda Belaïch. Alors d'abord un mot sur cette étape de franchie. Comment la 5G révolutionnera-t-elle le secteur numérique et digital en Algérie à l'ère, je le rappelle, de l'intelligence artificielle? Tout à fait. Il est vrai que ces deux technologies, deux très fortes technologies, très puissantes, qui vont amener un bouleversement sur le terrain. Il faut savoir que très peu de pays à travers le monde, en tout cas en Afrique, peuvent se targuer d'avoir déjà la 5G aussi bien déployée, ainsi que la fibre optique. Ouais. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, ça va permettre d'accélérer l'innovation. Je vous donne quelques exemples. On va pouvoir, par exemple, créer des villes intelligentes. Les smart cities. Exactement, ouais. Tout à fait. De pouvoir accueillir des véhicules autonomes, comme de grands pays que nous connaissons. Nous pourrons également pouvoir commencer à opérer à distance, donc des chirurgies à distance. Donc je vous laisse imaginer, le pays va changer, il est en pleine accélération, transition numérique, transformation. Et je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous et de dire que l'Algérie a déjà ce déploiement. J'ai entendu 8 pilotes qui sont en cours, donc ravie et hâte de voir la suite. Warda Belaïch, alors nous sommes à la veille de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance. L'Algérie de demain, il faut le dire, c'est celle qui se tournera résolument vers l'avenir. Comment mieux appréhender le monde du numérique et de l'intelligence artificielle? Nous sommes face à un nouveau paradigme. L'intelligence artificielle se déploie très très rapidement à travers le monde. Face à cette accélération, beaucoup se laissent happer par des usages et peuvent tomber malheureusement dans une dépendance, dans certains mots que beaucoup souhaiteraient éviter, sans le savoir. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que là, on se dirige vers de l'IA éthique. Et c'est tout l'intérêt. C'est de pouvoir éveiller les consciences, de dire que la technologie est très bénéfique, qu'elle apporte énormément de choses positives, mais il faut aussi savoir lever le pied, réfléchir, pour éviter de s'orienter un peu trop facilement vers de l'abrutissement, surtout face à des enjeux géoéconomiques et géopolitiques. Oui. Justement, les enjeux géoéconomiques et géopolitiques, parlons-en. L'économie algérienne est en pleine expansion, elle est tournée vers les exportations. Comment ces deux paramètres, ces deux technologies pourraient-ils booster aujourd'hui le panorama économique en Algérie? J'y vois plusieurs verticales. La première, c'est l'ouverture vers l'Afrique. De pouvoir interconnecter déjà les 58 wilayas, en commençant par les 8 premières, mais aussi de s'ouvrir vers l'Afrique, vers des échanges pour ouvrir l'open innovation. Ce qui permettrait de... Je vous laisse un peu imaginer, ouais. Mais je serais ravie d'en parler plus amplement, mais juste pour lancer quelques bribes, quelques idées à nos chers auditeurs, c'est qu'aujourd'hui nous avons une possibilité qui nous est largement offerte, un terrain d'expression, autant national qu'international. Les limites que nous avions par le passé, nous ne les avons plus aujourd'hui. Donc nous avons potentiellement la possibilité de créer quelque chose aujourd'hui qui n'existe nulle part ailleurs. Ouais. Donc je lance un appel qu'à chaque citoyen algérien, osez, ayez l'audace de créer, ne soyez plus que consommateurs, mais avancez et créez par vous-même potentiellement quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais vu qui existe encore sur le marché aujourd'hui. Warda Belaïch, une dernière question. Le numérique, le digital, mais également les startups, comment la communauté nationale à l'étranger peut-elle contribuer à ce grand et ambitieux projet qui est la transition numérique en Algérie? Encore une fois, et là je reviens à notre président, M. Abdelmajid Tebboune, il fait énormément pour encadrer ses chers enfants depuis l'Algérie. Et je le félicite pour ceci, et beaucoup à l'étranger, et j'en fais partie. On a envie de contribuer au progrès de notre cher pays. On a envie d'apporter
énormément à cette nouvelle Algérie à laquelle on croit fermement. Je leur dirais bienvenue, venez, le terrain est là, l'écosystème est là, nous sommes là. Monsieur le Président n'est pas seul. À bon entendeur, Warda Baili, je rappelle que vous êtes experte en transformation numérique et éthique de l'intelligence artificielle. Je rappelle que vous avez publié récemment L'humain à l'ère de l'IA. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. La suite avec l'échiquier international présenté par Leïla Guertal. À très bientôt.